Salut ça branche. Alors comme vous avez aimé l'épisode précédent où je vous ai raconté un petit peu ce que j'avais fait durant ma semaine, on va continuer. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé des commentaires, de m'avoir laissé des pouces en haut. Ceux qui m'ont laissé des pouces en bas, je m'en fiche un petit peu. Mais ça prouve que ça vous intéresse et on va continuer là-dessus. Donc, je vous rappelle que c'est quelque chose qui ne vient pas de moi, en fait. J'ai eu cette idée donc de Tim Ferriss, je lui redonne les crédits là-dessus, qui envoie un email à sa liste tous les vendredis. Et c'est un truc complètement énorme parce qu'il a une liste qui fait 500 000 inscrits. Et sur ces 500 000 inscrits, il a un taux d'ouverture de 60% parce que il envoie cet email hebdomadaire avec ces 5 trucs et astuces de la semaine. Donc c'est pour ça que je récupère un petit peu ça à ma sauce, bien entendu. Donc alors qu'est-ce que moi j'ai lu cette semaine? La semaine dernière, j'ai lu le livre donc Dart Pricing volume 1. Je vais vous faire mon petit compte rendu sur ce livre-là rapidement. Et cette semaine, donc j'ai lu Dart Pricing volume 2. En fait, il y a trois volumes là-dessus. Et c'est vachement intéressant parce que ce qu'il en ressort, c'est que les prix sont en règle générale élastiques en fait. C'est difficile de donner un prix pour quelque chose et la pire des choses à faire, ça serait d'aller voir ce que les concurrents font pour s'aligner sur le tarif ou essayer d'être moins cher. Ça c'est vraiment une très très grosse erreur. Mais il donne quelques trucs intéressants donc pour améliorer ses tarifs et pour augmenter ses tarifs. Et donc, il suffirait déjà de raconter l'histoire de ce que vous avez créé. Ça peut être un objet physique, donc là, comme l'iPhone par exemple, où ils le font très bien, donc de raconter l'histoire de la création de l'iPhone. Quel genre d'aluminium, quel genre de matériaux, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire l'iPhone. Et c'est pour ça que l'iPhone, ils ont réussi à en faire un produit de luxe et un produit qui se vend extrêmement cher. Donc voilà. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut raconter l'histoire et quand pareil, vous créez un produit virtuel, vous pouvez raconter son histoire également. Et l'autre point qui a été important également, c'est qu'il faut être unique. Il faut savoir se différencier, il faut savoir se démarquer, mais ça, c'est pas nouveau. Ça, je vous l'ai répété plusieurs fois. Vous voulez pas être un boucher parmi tous les autres bouchers existants. Mais plus que d'être unique vous-même, il va falloir mettre quelque chose dans votre produit pour qu'il soit unique. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué en fait, c'est qu'il va vraiment falloir chercher qu'est-ce qui différencie votre produit de tous les autres produits. Par exemple, cette règle-là, qu'est-ce qui fait qu'elle est unique? C'est certainement parce qu'il y a des cartoons, des dessins, des trucs comme ça qui est au milieu de la règle. Donc c'est peut-être pour ça que Cobb l'a acheté, parce qu'elle aime bien les trucs qui sont mignons. Pour un produit virtuel que vous allez faire, c'est si votre produit c'est un produit virtuel en format texte, vous pourrez peut-être ajouter une version audio de ce texte-là, parce que tous vos concurrents ne font que du format texte. Vous faites du format texte plus du format audio. Si vous faites de la vidéo, vous pouvez rajouter des fiches pratiques en PDF. Vous pouvez ajouter du coaching. Vous pouvez ajouter un petit truc, mais peu importe quoi. Du moment que vous vous différenciez des autres, à ce moment-là, vous pouvez augmenter vos tarifs parce que on peut plus vous comparer avec une personne. Ah non, cette personne-là, elle fait du texte. Toi, tu fais du texte et de l'audio. Donc, on est différents. Donc, on peut se permettre d'avoir des tarifs un peu plus importants. Donc, ça, c'est mes lectures de la semaine. Citation de la semaine que j'aime beaucoup, c'est: la sécurité n'est pas ce que tu dois rechercher dans la vie. Ça vaut la peine de prendre des risques pour les opportunités qui se présentent à toi. Donc, c'est de Shiley Hufstadler ou un truc comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que cette zone de confort là, je fais tout aujourd'hui, tout ce que je peux pour essayer de sortir de cette zone de confort. Et de plus en plus, depuis que je me suis inscrit à un mastermind, en fait, je vous en ai déjà parlé, un mastermind composé uniquement de personnes millionnaires et qui me font sortir de ma zone de confort tout le temps. Et à chaque fois que je vais faire un truc, je me pose la question, ok, qu'est-ce qui me ferait peur de faire cette chose-là? Et c'est là que je vais y aller. Aujourd'hui, j'étais au sport, j'étais au fitness et j'ai entraîné les épaules. Je me dis, ok,
qu'est-ce qui me ferait peur de faire quand si j'entraîne mes épaules? C'est d'essayer de soulever tant de kilos. Mais ça, si je le fais tout seul, ça va pas marcher. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider, etc. Donc, toujours essayer de sortir de sa zone de confort et c'est ça qui nous permet de grandir. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? On est parti dans un parc aquatique encore avec Loïs. Mais un parc aquatique, pas la même que la dernière fois, un parc qui est tout près de la maison, à 10 minutes, à quart d'heure de la maison. On a vraiment passé un bon moment. Rien à voir avec le parc qu'on a fait la dernière fois où il y avait beaucoup de toboggans avec des bouées. Là, c'est plus un parc il y avait quelques toboggans, mais avec des parcours, le parcours du combattant, quoi. Il faut s'agenouiller, ramper sur le sol comme ça, il faut sauter, il y a des boudins, c'était vraiment génial. Loïs s'est éclaté là-dedans, évidemment. Elle a puisé toute mon énergie. On est arrivé là-bas à 11h, on a quitté là-bas, il était 6h, pendant 7 heures de temps, on a joué à ça. Et je pouvais voir d'ailleurs, je suis super bronzé maintenant parce que j'ai mis de la crème solaire à 11h et j'ai oublié de la remettre. Qu'est-ce que j'ai acheté cette semaine? Un iPhone 8. iPhone 8 Plus, là, le gros bazar. Alors, c'est pas pour moi j'ai toujours le mien. D'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, mais je l'ai pété. Je l'ai pété quand je jouais dans le parc avec Loïs. C'est pas grave, hein, ça arrive. Mais c'est pour Cobb qui est repassé du côté obscur, donc qui a décidé de vendre son Samsung pour acheter un iPhone. Et évidemment, elle a fait l'affaire du siècle parce que son Samsung, elle a vendu pour une bouchée de pain pour acheter un iPhone. Un iPhone, on en parlait justement, Apple qui fait des produits de luxe, des produits très très chers. Elle a payé 800 ou 900 euros son iPhone alors qu'elle a revendu son Samsung à 200 euros. Elle avait acheté voilà. Samsung a été acheté à 600 euros il y a moins de 2 ans. Elle a vendu pour moins de 200 euros. Bon. Une expérimentation que j'ai fait cette semaine également, c'est essayer de couper un paiement récurrent que j'avais. Et c'est un des principes pour devenir millionnaire également, c'est de contrôler son budget, de regarder sur quoi vont ses dépenses. Et c'est vrai que j'ai pas trop de paiements récurrents, moi, parce que j'ai pas d'abonnement téléphonique, c'est un téléphone à carte prépayée. J'ai pas d'abonnement pour la télé, j'ai un abonnement internet mais que je peux pas couper. J'ai vraiment pas trop d'abonnements à part les trucs Aweber, à part mes noms de domaine ou autres. Mais voilà, j'ai quand même décidé donc de couper quelques noms de domaine que je n'ai pas renouvelés, des trucs qui traînaient comme ça depuis des années où je procrastinais un petit peu en me disant non, c'est bon, je le ferai, et finalement je le fais pas. Ça me fera pas économiser des 1000 et des 100, mais ça me met dans l'état d'esprit donc de contrôler un peu plus le budget pour rentrer dans cet état d'esprit de millionnaire. Et dernier point, le challenge de la semaine que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est un truc que j'ai eu sur mon téléphone. En fait, c'est Google Images qui m'a préfabriqué ça. Il a pris une photo de moi il y a 5 ans. Il a pris une photo de moi aujourd'hui, il m'a montré la différence. Il me dit ça c'était il y a 5 ans, ça c'était aujourd'hui. Ça, j'aimerais vous mettre ce petit défi là de regarder une photo de vous d'il y a 5 ans. Regardez une photo de vous maintenant et voir la différence qu'il y a, parce qu'il y en a forcément des différences. Et est-ce que la personne que vous êtes aujourd'hui vous paraît meilleure que celle qui était il y a 5 ans? Et si c'est le cas, de continuer dans cette même direction. Si ce n'est pas le cas, d'aller dans une direction opposée. Alors c'est pas forcément au plan physique ou autre, mais de regarder vraiment là où vous en étiez il y a 5 ans et là où vous voudriez aller dans 5 ans, s'il faut suivre cette direction-là ou ajuster un petit peu. Donc moi, ma photo, la voici. Comme vous pouvez voir, j'ai pris à peu près 10 kilos en 5 ans. Enfin, les 10 kilos, je les ai pris beaucoup plus rapidement, mais je maintiens un petit peu cette masse musculaire là de 5 ans. C'est vrai que la plupart des gens, quand ils me voient comme ça en vidéo, ils se foutent un peu de moi. Ouais, toi, millionnaire, musclé, marketeur, etc., t'as vu tes muscles? Mais c'est vrai que je ressors de loin, quoi. J'ai pas forcément le corps adapté pour avoir énormément de muscles. Mais bon, c'est vrai que quand on compare entre les deux, il y a quand même une différence et je suis content de cette voie que j'ai prise et je souhaite continuer dans cette direction-là pour les 5 prochaines années, du moins, et je ferai un point avant les 5 ans, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous laisse regarder ça. Laissez-moi savoir si vous avez apprécié encore une fois cet épisode-là. Vous commentez, vous mettez un pouce en haut. Si ça sert à rien de mettre un pouce en bas, je m'en fous complètement et je vous retrouve dès demain.